Bonjour tout le monde. Gros sujet aujourd'hui. Je suis accompagné de François pour regarder ensemble et répondre ensemble à cette question sur l'IA. Est-ce le coéquipier ultime ou bien la fin de la collaboration humaine? Alors, petit spoiler, évidemment, un petit peu comme le bac de philosophie, la réponse se trouve un petit peu à mi-chemin entre ces deux affirmations. Moi, je me présente, je suis Antoine Biard-Brousseau, je suis Sales et Partnership Director chez Klaxoon. Et je suis accompagné de François. Bonjour Antoine, donc François Laurin, et moi je suis cofondeur d'Imaya, société de conseil dans la data et l'IA, cabinet de conseil et de formation également. Donc nous adressons ce point, nous en parlerons peut-être plus en détail tout à l'heure lors de notre échange, Antoine. Super. Est-ce que tout le monde nous entend bien au niveau du son? C'est vrai qu'il y a des petits problèmes de périphérique. Oui, parfait. Benjamin Magali, merci pour vos inputs. Et on va pouvoir enchaîner. Alors, premier point concernant l'intelligence artificielle, concernant l'IA, les entreprises l'utilisent, oui, mais comment? On a fait un petit point avec McKinsey en juin dernier. On a 65% des entreprises qui l'utilisent désormais régulièrement. Pour info, c'est 3 fois plus qu'en juin 2023. Donc, il y a évidemment une hausse incroyable en termes d'usage, même si on va le voir, la façon de fonctionner, les use cases sont encore un petit peu balbutiants, ce qui est assez normal vu que ça reste une technologie encore assez nouvelle et dont le ticket d'entrée reste quand même assez élevé. Je crois que pour une licence Copilot, on est, je crois, aux alentours de 30 € par personne à équiper. Donc forcément, tout le monde ne peut pas évidemment s'équiper. Maintenant, on utilise tous peut-être ChatGPT sur notre temps libre directement sur notre browser, mais avec forcément les difficultés que ça comprend et les risques en termes aussi en termes de sécurité. De toute façon, on voit que la confiance des dirigeants dans l'utilisation globale de l'IA reste encore faible. Alors, ça s'équilibre un petit peu plus et probablement qu'avec les années, le camembert va un petit peu s'inverser, voire finalement devenir une technologie qui soit aussi classique qu'un Teams ou qu'un Google. Et on voit qu'aujourd'hui, on a quand même 40% seulement des dirigeants ou des top managers qui sont confiants sur l'adoption de l'IA, quand 60% sont plutôt sceptiques et se posent effectivement un peu la question de comment on va avancer avec cet outil. Et surtout, qu'est-ce qui se passe si nos employés utilisent ces outils avec les meilleures intentions, mais que ça tourne mal et que, effectivement, on l'a vu, que l'IA peut effectivement nous tromper un petit peu sur certaines choses et poser parfois peut-être plus de problèmes que ça ne résout véritablement de solutions. Et par rapport à ce point de l'adoption, on voit que ce n'est pas forcément une question d'argent, mais surtout une question de culture aussi. Si nous n'avons pas progressé davantage, alors évidemment, l'argent est un facteur, on en a parlé, donc aujourd'hui, c'est une technologie qui reste assez neuve et donc forcément pas accessible pour toutes les bourses, mais on a toujours aussi ce côté un peu gaulois réfractaire en se disant, bon, voilà, on va un petit peu changer notre mode de fonctionnement, notre mode de travail. Il y a plus d'appréhension finalement que d'excitation peut-être par rapport à ces points-là. Ce qui est tout à fait normal, tout à fait légitime. On a eu beaucoup de fantasmes sur la fin du travail, l'IA va remplacer mon job, etc. Au final, on en est heureusement assez loin, en tout cas pour l'instant. Mais effectivement, on voit que beaucoup de sociétés ont un peu de mal à se mettre dans le bain. Alors, pourquoi est-ce qu'en Europe particulièrement, on voit vraiment ce retard? D'abord, comme je l'ai précisé, ce côté un peu intérêt général, le côté un peu gaulois réfractaire que vous voyez sur la gauche, où effectivement, on se pose un peu la question de OK, à quoi ça sert véritablement? On veut pas forcément essuyer les plâtres ou se lancer à corps perdu dans une nouvelle technologie qui pourrait peut-être se retourner contre nous. Je ne veux pas jouer sur les peurs, mais forcément, il y a toujours ce petit fantasme qui peut apparaître. Mais il y a aussi et surtout des sujets de formation où il va falloir que les personnes se mettent à la page. Déjà que lorsque Teams est arrivé, ça a déjà été une révolution finalement pour le travail collaboratif. Donc, il a fallu aussi former les équipes à une nouvelle façon de travailler. On a eu effectivement des personnes assez réfractaires ou peut-être un petit peu moins tech-friendly qui ne voulaient pas forcément se mettre sur ce genre d'outils. Donc, on redemande encore à ces personnes aussi de s'adapter à une nouvelle technologie, mais qui, on va le voir évidemment, est porteuse de plein d'espoir et de plein de belles choses pour le travail collaboratif. Et enfin, évidemment, la disponibilité, on l'a dit, aujourd'hui, accéder à ChatGPT, c'est évidemment extrêmement simple, mais on a quand même beaucoup de contraintes
techniques à prendre en compte et on va y revenir. Et puis, bien évidemment, lorsqu'on parle de licence Copilot ou GenAI, aujourd'hui, on est quand même sur des coûts qui sont assez lourds à porter. Donc, très souvent, ce qu'on voit, c'est que plutôt soit des board members vont se prendre des licences Copilot, puis après vont peut-être commencer à développer des use cases. Moi, j'ai des clients qui ont des licences qui sont un peu disséminées dans plusieurs pôles pour justement commencer à tester un petit peu, voir ce qui fonctionne moins, qui s'en sert et pourquoi, avant peut-être de généraliser ce genre d'outils par la suite. Et déjà, au niveau des enjeux, on voit qu'il y a énormément de choses, et la liste est évidemment non exhaustive ici, que ce soit pour la communication, la création, la gestion de projet, beaucoup, et on va bien sûr y revenir lorsqu'on va regarder un petit peu ce que peut proposer Klaxoon notamment, mais aussi sur l'expérience utilisateur, sur la partie chatbot ou l'analyse de retour client, pour détecter peut-être des mots-clés sur le mécontentement de certaines personnes, le risque management également, et on va y venir avec quand même toujours un petit regard humain pour mieux anticiper les scénarios catastrophes. Et aussi, principalement, sur la sécurité, sur différents pentests que peuvent mettre en place beaucoup de sociétés pour se protéger et éviter des tentatives de phishing ou de hacking. Donc là, on met vraiment un peu en avant tous les bénéfices, on va dire tous les points positifs que peut apporter effectivement l'IA, mais elle ne fait pas encore tout. On voit qu'effectivement, aujourd'hui, elle montre beaucoup de limites. Lorsqu'on va avoir une réflexion, une prise de décision qui est assez complexe, où on se base vraiment sur l'expérience, que ce soit pour des directions de société, des directions commerciales, pour n'importe quelle décision un petit peu stratégique. On peut, on va dire, récupérer l'ensemble des points de décision grâce à une IA pour nous montrer de manière très factuelle les différents impacts que telle ou telle décision peut avoir, mais ça reste malgré tout, encore heureusement, l'humain seul et seulement qui peut véritablement prendre des décisions importantes pour la société. On le voit aussi beaucoup sur la partie RH, sur la partie effectivement jugement éthique, où là on a plus besoin d'empathie, d'adaptabilité, là encore construit par l'expérience et par vraiment le côté humain, émotionnel que l'on peut déployer qu'une IA évidemment n'a pas, et sur lequel aujourd'hui on voit que l'IA est beaucoup moins présent dès lors qu'il y a des décisions parfois compliquées à prendre avec notamment certains employés. Plus globalement, créer des relations sociales, négocier, convaincre. Moi, en tant que directeur commercial, je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui une IA pourrait forcément avoir le même impact au niveau de mes clients, au niveau de mes prospects, que celui que moi ou mes équipes pouvons avoir, évidemment. Et puis enfin, et ça c'est pas forcément moi qui le dis, mais ça vient beaucoup de tous ceux qui développent de l'IA, notamment chez Google ou chez Microsoft, qui aujourd'hui ont beaucoup de difficultés à intégrer du jargon technique et qui est finalement assez propre à sa société directement dans les échanges. Concrètement, lorsqu'on va avoir des sociétés industrielles, on va avoir tout un catalogue de produits ou de SKU qui vont être difficilement compréhensibles par une IA, ou alors au bout d'un certain moment, on se rend compte qu'aujourd'hui, sur des discussions assez simples, elle s'en sort très bien. Et dès lors qu'on a cette complexité ou ce vocable un peu technique, ou qui est très propre à la société, on se rend compte qu'il y a encore des limites et qu'on n'y est pas encore. Et j'aime beaucoup cette phrase, lorsque l'IA ne parvient pas à tenir ses promesses, on se retrouve avec des humains qui prétendent être des chatbots, mais qui prétendent être des humains. Je serais prof de philosophie, je vous aurais laissé 3/4 d'heure pour prendre le temps de digérer cette affirmation et de voir comment la comprendre, mais vu que le temps va forcément manquer, je vais anticiper un petit peu ce point-là. En gros, concrètement, ce que veut dire notre chère Hélène Huet, c'est que finalement, on va perdre plus de temps aujourd'hui à surveiller ce que va faire une IA, à corriger les différentes erreurs qu'elle peut commettre, plutôt que finalement de faire le travail nous-mêmes. Évidemment, avec le temps, cette pratique et ce temps perdu, entre guillemets, va forcément disparaître ou en tout cas se réduire, mais on n'est pas encore vraiment au moment où une IA pourra totalement modifier notre fonctionnement et notre façon de travailler. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit qu'il y a encore un équilibre assez précaire et assez important à anticiper lorsqu'on dirige une société. On voit que 72% des décisionnaires s'accordent sur le fait qu'aujourd'hui, l'IA va nous aider à gagner du temps sur des tâches, on va dire, un petit peu simples, mais qu'en revanche, on va surtout libérer du temps pour du travail à plus haute valeur ajoutée. Et c'est là où toi, tu pourras effectivement, je pense, nous éclairer beaucoup sur ce point, François. Il faut vraiment distinguer, on
va dire, trois types de tâches pour que l'IA intervienne dans le process de collaboration. Celle qu'on peut assurer entièrement, que ce soit sur du traitement de données, sur de la gestion de la data qui peut effectivement être assez rébarbative et source d'erreurs si gérée par un humain. Celle que l'IA peut assurer partiellement, je le vois sur la rédaction de certains mails ou de certains contenus. Évidemment, ce webinaire n'a pas été fait via une intelligence artificielle, je tiens à le préciser, bien évidemment, et à vous rassurer. Et enfin, celle que l'IA ne peut pas du tout prendre en charge. On a vu quelques exemples tout à l'heure, la liste n'est bien sûr pas exhaustive, et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a certains domaines sur lesquels soit on ne souhaite pas forcément intégrer ce genre d'outil, soit on ne le peut pas, parce que techniquement, absolument incompatible avec notre fonctionnement. En revanche, il y a évidemment des bénéfices énormes à utiliser l'IA aujourd'hui, que ce soit, je ne vais pas vous faire tout listing, mais sur l'efficacité opérationnelle qui est évidemment améliorée. J'ai parlé des tâches répétitives, notamment dans la data, où on se rend compte qu'on perd plus de temps finalement qu'on en gagne. Sur l'amélioration de la prise de décision, alors même pour des décisions un petit peu complexes, au moins pour évaluer les différents risques, aller dans telle ou telle direction pour sa société. Pour une expérience client personnalisée, moi je le vois beaucoup, et vous aussi de plus en plus, lorsque vous avez affaire à un site marchand ou bien avec un opérateur téléphonique, on a des chatbots qui naissent de plus en plus intelligents et qui comprennent enfin ce qu'on leur dit directement par vocable ou par texte. Une réduction des coûts, ça évidemment, ça a été le premier point et le premier facteur de stress et de risque aussi que beaucoup d'employés ont pu ressentir. On se dit on va finalement diminuer un petit peu les coûts liés à de la main-d'œuvre et peut-être éventuellement augmenter le chômage. On n'a pas forcément encore vu de véritables hausses liées, on va dire, à l'impact de l'IA. Et là aussi, bien sûr, et j'en ai parlé tout à l'heure, le renforcement de la sécurité, que ce soit sur détection proactive des différentes cybermenaces qui pèsent, j'imagine, comme pour nous, sur l'ensemble des sociétés en France et ailleurs, et sur l'analyse des comportements aussi pour prévenir l'ensemble des fraudes. Et enfin, un dernier chiffre important avant de te passer la main, François. On se voit que l'IA est effectivement une urgence stratégique pour rester compétitif. Aujourd'hui, Accenture estime que 40% quand même des heures de travail pourraient être optimisées grâce à l'IA générative. Quand on y pense, c'est énorme. Imaginez que tout votre début de matinée, finalement, pourrait être optimisé et amélioré grâce à l'IA. Ça laisse rêveur et ça laisse songeur. Tout à fait. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que c'est vrai que d'un point de vue très individuel, tu peux avoir l'impression de gagner du temps, tu peux avoir l'impression de gagner 40% de ton temps, de ta journée, mais est-ce que d'un point de vue équipe et organisation, tu fais vraiment gagner ce temps? Et ça, c'est ce qu'on observe, nous, depuis quelques mois, même quasiment années maintenant, c'est de trouver cet équilibre entre le temps gagné et le temps que tu peux faire perdre derrière de vérification par rapport au fait que tu as utilisé de l'IA dans ton quotidien. Et donc, c'est pour ça que nous, notre combat avec Imaya, c'est de faire en sorte que l'IA générative, elle soit à tous les niveaux d'une organisation, au niveau individu, au niveau équipe, et d'aller un cran plus loin, c'est-à-dire au niveau cross-équipe. Et donc, c'est là où vraiment tu arrives à révéler le vrai potentiel de la Gen AI. Je vais distinguer un peu les deux entre IA classique et IA générative au cours de ce webinaire. Comme ça, on arrivera à bien comprendre les deux, parce que finalement, l'IA générative, c'est quelque chose qui existait depuis longtemps. C'est pas récent. Ce qui est récent, c'est vraiment la révolution UX, le fait qu'on arrive à interagir de cette façon-là et d'avoir l'impression d'être compris par une machine et de voir un peu qu'elle a ce processus créatif et de pouvoir le mesurer et de le visualiser. Ça, c'est un peu nouveau, effectivement. Mais sinon, ça existait depuis plusieurs années déjà. Depuis la nuit des temps. Quand même pas, mais je rappelle juste très rapidement que du coup, moi je suis fondateur d'un cabinet de conseil dans l'IA, la data, et nous ce qu'on aime bien, c'est mélanger le produit, c'est-à-dire penser les produits en intégrant de l'IA, de la data de la bonne façon, et de faire en sorte que ces deux-là fonctionnent pour pouvoir avoir des produits qui vont jusqu'en production. Et donc pour pouvoir faire ça, on a différentes typologies de profils chez Imaya, des product managers, des data product managers, jusqu'au ML engineer. Le but, c'est d'aller jusqu'en production quand on pense les choses. Et c'est bien d'avoir un produit qui est en production, mais s'il n'est pas utilisé derrière, ça ne sert à rien. Donc, il faut que ça soit bien pensé en amont. Imaya, c'est ça, mais c'est aussi un cabinet de formation et d'acculturation.
Et du coup, on a listé quelques pièges qu'on avait, que vous connaissez peut-être, quand on rencontre des produits avec de l'IA générative, qui sont souvent les mêmes. Celui que vous avez sûrement le plus entendu parler, c'est l'hallucination. Vous l'avez vu créer des choses ou inventer des choses et lui dire en fait, voilà, perte de confiance totale dans la pertinence de votre modèle. Donc ça, c'est des choses qui s'anticipent. C'est des choses, on peut rajouter des agents autour pour pouvoir les maintenir, ces hallucinations. Maintenant, de base, ce sont des modèles qui sont créés comme ça. Donc, c'est pas quelque chose, il faut les anticiper, il faut vivre avec et le prendre en considération. La notion de non-déterminisme, je ne sais pas si c'est clair pour toi, Antoine. Non, je veux bien des La précisions là-dessus, non-déterminisme, c'est en fait, tu lui poses 2 fois la même question, et il ne va pas forcément te répondre 2 fois la même chose. D'accord. Parce qu'il y a une notion qui fait que il y a des petites variables aléatoires dans la façon dont il est construit, qui font qu'en fait la réponse ne va pas prendre forcément la même route, le même chemin. Et donc du coup, tu t'attends à ce que tu lui poses 2 fois, même sur un service client, est-ce que je vais me faire rembourser? S'il te répond 4 fois non et 1 fois oui, c'est un peu chiant. Donc il faut anticiper aussi ce genre de comportement. J'ai le même problème avec mes enfants. Je pose 1 fois la question et c'est rarement la même réponse. Et c'est là, c'est marrant parce que c'est quelque chose de. On est très permissif avec l'erreur humaine, beaucoup moins avec l'erreur d'une IA. Alors qu'en fait, ils font des erreurs. Ça reste encore un enfant. Exactement. Ils ne sont pas plus intelligents que des IA des enfants de 4 ans, diront certains. Du coup, le piège aussi, c'est de mettre du LLM partout. Non, il y a l'IA classique, il y a des fois pas besoin d'IA du tout. Faut bien se poser la question. C'est là où nous, dans nos rôles, on a donc les product managers qui se challenge, qui posent bien les questions. Est-ce que c'est bien pertinent? Donc potentiellement oui, potentiellement non. Et ce qu'on remarque de plus en plus, c'est que certains clients utilisent l'IA générative d'un point de vue POC pour tester une idée. Ça va beaucoup plus vite. Et ensuite, dans la phase d'industrialisation, suppriment de plus en plus l'IA générative pour revenir soit à l'IA classique, soit des choses qu'ils auront testées et sur lesquelles ils se seront fait des convictions. Donc, c'est bien, mais ne pas forcément le généraliser dans tous les use cases. Bien sûr, faire attention aux données sensibles et le POC, dont j'en ai un peu parlé, mais en gros, il ne faut pas rester dans un POC. Il faut penser à l'industrialisation le plus vite possible. Pensez que c'est facile. Ça a l'air facile. C'est vrai. Nous le quand on commence. Non, mais en plus, il y a un effet waouh du chat GPT ou j'avoue, la courbe d'adoption, on n'a jamais vu une courbe d'adoption aussi folle. Oui. Et bien en fait, quand on creuse, quand on regarde, le diable est dans les détails, comme diront mes collègues assez régulièrement. On se rend compte qu'il est facile de faire 80% du travail très facilement. Par contre, les 20% restants, c'est la boîte Canvas, ça peut prendre encore 80% du temps. Donc, il faut faire attention. Ne sous-estimer le prompt engineering, c'est pas tout le monde est capable de prompter, de donner un petit texte, mais en fait, il peut y avoir des chaînes de prompts carrément pour anticiper, pour donner du contexte supplémentaire. Si derrière le modèle se met à jour, juste une virgule, ça peut changer complètement le comportement derrière. Donc, le prompt engineering reste quelque chose dont faire attention. Et une fois qu'on a mis en place sa chaîne de prompt, s'il y a quelque chose qu'il faut changer derrière, ça peut être un vrai casse-tête. Donc, faut faire attention. Il y a des bonnes pratiques aussi, des versionnings à avoir pour pouvoir être capable de revenir en arrière, parce que juste une virgule, rendez-vous compte, ça peut être très comme avec du code classique. Finalement, exactement, mais c'est exactement. Chez Imaya, on aime bien dire que toutes les bonnes pratiques d'ingénierie logicielle doivent s'appliquer à la data, à l'IA, et en fait, le prompt engineering fait partie des choses qu'il faut. Mais c'est pas forcément des choses que moi, côté sales, qu'on a forcément intégré. Justement, ce versionning dont tu parles, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut prendre, on peut vraiment prendre en compte. Enfin, je parle pour moi, je sais pas ce qu'il en est sur le chat. Je serais ravi d'avoir vos inputs là-dessus. Mais c'est pas forcément quelque chose que moi j'aurais anticipé véritablement. De me dire, oui, effectivement, pense à archiver, à réfléchir un peu à comment tu et à se faire relire. Il y a plein de bonnes pratiques comme ça. Les garde-fous, j'en ai parlé un peu aussi. Ça peut halluciner, ça peut partir. Il peut y avoir des biais dans vos données. Et les biais, en fait, un modèle d'IA va amplifier les biais existants dans vos données. Donc, mettez des garde-fous parce que si jamais ça commence à partir sur des modèles de prédiction qui sont racistes et misogynes, c'est
très très problématique. Et ça peut mettre fin à la collaboration très rapidement entre les gens. Donc mettre bien des garde-fous sur tous les modèles d'IA. On n'avait pas vu justement une IA se baser sur les comportements de Twitter. Si, tout à fait. Voilà. Ouais. Il est resté en prod même pas une journée, hein, parce qu'il était devenu horrible. Ouais. Absolument. Et enfin, bien s'appuyer sur les API, ça fait gagner du temps. Mais par contre, bien comprendre que s'il y a des API, ça veut dire peut-être des temps de réponse, des latences, tenir compte de tout ce qui va autour. C'est facile comme ça, mais en fait, pas si simple que ça. Puis c'est donner vos données potentiellement à d'autres. Et enfin, mettre en place toute la gouvernance de données en amont, parce que plus on a de la data de qualité, bien gérée, plus vous allez avoir des modèles pertinents. C'est valable pour l'IA et c'est valable aussi pour l'IA générative. Ouais. Donc, on a tout recensé dans un livre du coup, que Antoine montrait tout à l'heure, sur un livre qu'on a rédigé. Vous pouvez y accéder directement sur notre site internet pour pouvoir… du coup, l'idée, c'est si jamais vous voulez vous lancer dans l'IA générative, dans le LLM, je vois une pop-up carrément qui s'affiche, vous pouvez le télécharger. C'est des assets que nous, on met à disposition à la communauté avec plaisir. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez piocher dedans. Et si vous voulez l'avoir en physique aussi entre les mains, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, avec plaisir. Alors ça, c'est pour moi, tu m'as dit que ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour moi. Ouais, tout à fait. J'ai fini mon livre hier, donc là, c'est parfait. Je pense, effectivement. Faut enlever le plus tard. Très bien. Alors, je vous propose de faire un petit focus, parce que l'idée, c'était de parler de la collaboration entre les humains et la GenAI. Il y a un point très important, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est cool de faire de la GenAI d'un point de vue individu, mais c'est encore mieux si on arrive à le faire ensemble, on pourrait être plus performant, et c'est encore mieux si on arrive à le faire dans les objectifs stratégiques de ta boîte, en l'occurrence Klaxoon. Comme ça serait encore plus performant. Et donc du coup, nous, ce qu'on fait chez Imaya, on fait deux choses. On fait des formations de nos clients sur comment développer des produits chez eux qui intègrent de l'IA générative. Donc, par exemple, des chatbots sur leur site internet, des modèles de search augmentés, c'est-à-dire ça te permet de faire de la recherche juste avec des phrases naturelles et il te trouve soit des documents, soit des voitures avec la centrale en fonction de tes critères. Donc, ça permet d'avoir des nouveaux cas d'usage et vraiment d'intégrer cette IA dans tes produits. Et on fait aussi des formations pour comment améliorer son quotidien dans son rôle aujourd'hui. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est bien de savoir faire de l'IA générative. On ne va pas se faire remplacer par de l'IA générative demain, mais on a plus de chances de se faire remplacer par quelqu'un qui maîtrise ces aspects-là. Nuance importante, en effet. Donc, du coup, nous, on est souvent appelés par des entreprises qui disent, voilà, on veut que notre équipe travaille beaucoup avec les équipes produits, donc de product manager, soit plus efficace à travailler ensemble, et on veut qu'ils puissent maîtriser tous les outils d'IA génératifs qu'ils ont à disposition dans leur quotidien. Donc, c'est en gros comment collaborer ensemble avec des outils d'IA génératifs demain. Je te prends un exemple, il peut y avoir des éléments contre-productifs. Si tu as un individu dans ton équipe qui s'amuse à faire que de l'IA générative, tu le grilles, il fait du chat GPT toute la journée, ou qu'à chaque fois qu'il t'envoie un mail, c'est chat GPT. Comment tu le prends ? Alors, en tant que manager, je dis comment on peut peut-être modifier un petit peu la façon de fonctionner. Ouais, tu perds un peu confiance dans ce que lui est capable de faire. Et en plus, derrière, tu te dis tout ce qu'il produit, est-ce que ça vaut le coup que moi, j'y passe du temps à relire, à regarder, parce qu'en fait, il faut tout refaire, quoi. Ça a été fait par de l'IA. Il y a une grosse marge d'erreur encore aujourd'hui. Exactement. Donc, ça représente potentiellement une grosse marge de vérification derrière, parce que tu n'as pas confiance. Donc, imagine-toi ça au niveau équipe. Collaborateur et de management également. Exactement. Une chaîne de décision derrière qui doit être prise. Donc, au sein de l'équipe, ça peut être un problème. Si une seule personne s'amuse à faire ça pas dans la bonne façon, de bonne pratique. Et après, entre les équipes, ça peut être aussi un problème, parce que si une équipe de, QA ou de relecteur ou de marketing voit que vous êtes en train de faire des posts, sur les réseaux sociaux complètement IA génératifs, parce qu'on arrive à les repérer maintenant, il y a une perte de confiance aussi entre équipes. Donc, il faut faire attention sur les deux aspects, dans l'équipe, au sein de l'équipe,
et entre équipes. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de chartes d'utilisation, de bonne utilisation de l'IA dans les entreprises. Et ça, c'est assez développé, plus que ce que tu pourrais le penser dans les grands groupes, pour pouvoir te donner un cadre d'utilisation et des bonnes pratiques. Et tout le monde doit s'y faire. Moi, j'ai une petite question pour le chat, si jamais vous voulez nous répondre en asynchrone. Ce que tu disais, effectivement, il y a un peu un collaborateur qui, lui, maîtrise, dit maîtriser, on va dire, l'IA. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un peu le cas également chez vous? Est-ce que, un petit peu comme l'expliquait François, il y a une personne qui est un petit peu le centre de connaissances pour tout ça, et tout le monde a un peu tendance à le suivre, alors dans les bons ou les mauvais côtés, malheureusement, parce qu'on peut effectivement prendre de mauvais plis, de mauvaises habitudes, ou effectivement commencer à travailler d'une mauvaise manière. Je serais curieux de voir, vous, de votre côté, combien de personnes sont effectivement le monsieur ou la madame IA, finalement, de votre société. Ce qu'on a mis en place, chez nous, c'est qu'il y a un vrai besoin d'alignement de vocabulaire. Le mot data, par exemple, n'est pas le même dans les services et dans les équipes que l'on rencontre. Et donc, du coup, on a mis en place un atelier qu'on appelle le fresque de la data et de l'IA, qui permet d'aligner un vocabulaire commun au sein d'une organisation pour être certain qu'on parle bien de la même chose, qu'on parle bien des mêmes concepts, et qu'on ait compris que en fait, la data gouvernance avait son importance tout au long du circuit de vie, du cycle de vie d'un produit data. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a formé plus de 1000 personnes à l'international sur justement cet alignement, cette acculturation autour des problématiques data. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui est hyper important, la base. C'est avoir le même vocabulaire, exactement, alignement du vocabulaire. Mettre en place une charte qui permet de guider un peu tout le monde. Et comme ça, déjà, ça donne un socle qui peut être propice à justement utiliser l'IA générative de la bonne façon et pas tomber dans des travers qui pourraient être plus painful qu'autre chose. Et qui permet de rester expert du sujet et pas simplement, on va dire, dans un cadre d'une société donnée dans laquelle on travaille. Si on change de boîte du jour au lendemain, on a effectivement tout le bagage encore pour connaître vraiment tous les termes, les vrais termes, et surtout le vrai fonctionnement, qui n'est pas simplement propre à son ancienne organisation. Oui, ça donne aussi cette vision-là, tout à fait. Et ça me faisait penser aussi au fait que aujourd'hui, on ne peut pas empêcher les gens d'utiliser l'IA générative dans leur quotidien, dans leur contexte. C'est maintenant quelque chose d'assez généralisé. Si ça ne vient pas du travail, ça peut venir même du côté perso de ses enfants. Moi, par exemple, ils utilisent leur IA assez régulièrement. Donc, en fait, il ne faut pas non plus être hermétique et bien comprendre. En fait, c'est une révolution UX, mais finalement, il y a la technologie derrière et il faut s'y intéresser. Passer à côté, c'est compliqué d'un point de vue déjà perso, mais du coup, d'un point de vue entreprise, les CEO, les décideurs, ils se disent, mais si ma société passe à côté de ça, je vais peut-être passer à côté d'une opportunité, de passer à côté d'une autre entreprise qui fera ça. Et donc, du coup, il est souvent le cas des CEO qui ont envie de faire de l'IA pour faire de l'IA. Et pourquoi pas, en vrai, pour tester des choses, pour se faire des convictions, pourquoi pas. Donc, faut avoir les moyens aussi. Alors, exactement, pourquoi pas. Mais après, s'ils ne le font pas, peut-être que les collaborateurs vont peut-être aller chez d'autres entreprises qui vont tester. Donc, c'est un vrai calcul et un vrai équilibre à trouver. Et puis, pas forcément un train de retard si tu attends que les baissent ou voir un peu les compétiteurs se casser les dents. En fait, tu dis, en fait, ils ont quand même fait des petites choses, alors que moi, je suis encore sur le quai. Ouais, c'est ce qu'ils se disent exactement. Nous, ce qu'on a observé dans la façon dont la générative IA peut aider dans une équipe, c'est 4 points, des pain points qu'on a relevés. C'est aider à en fait optimiser les performances des personnes. Par exemple, de contexte switching dont on est tous victimes aujourd'hui. Vous savez qu'on regarde tous des vidéos, et même la future génération garde des vidéos de moins d'1 minute et apprend comme ça. Donc, on a un contexte switching qui est de plus en plus fort et qui va être de plus en plus fort. Des réunions, des mails, des notifications. Tout ça montre qu'en fait, à chaque fois, le temps de faire du context switching, on perd du temps. On est vraiment, ton cerveau met du temps à faire ce context switching. C'est très difficile à mesurer, mais c'est scientifiquement prouvé. Aussi, beaucoup d'infos qui viennent partout.
éviter le context switching, c'est hyper important. Et enfin, ton cerveau, il peut manipuler de 4 à 7 éléments en parallèle. Si tu en fais plus, il va faire des choix pour toi. Il va les oublier. Donc, il y a des méthodologies d'organisation qui existent depuis longtemps, qui sont prouvées, Getting Things Done en autres, qui font que la GenAI peut vraiment aider à travailler et faire en sorte qu'une équipe soit plus efficace aussi. Et enfin, voilà, l'idée, c'est de gérer toute cette possibilité de travail, de variété de travail, tout ça dans un cadre aidé par l'IA générative. Très clair. Voilà. Et donc, si je passe au slide suivant, on a repéré quelques patterns qui permettent d'être plus efficace encore dans son quotidien. Mais ce quotidien-là, il doit être, comme je disais, cadré. Par exemple, le langage, ouais, c'est écrit un peu petit, hein, c'est ça? Oui, vous voyez me rapprocher, parce qu'effectivement… Donc, tout ce qui est synthétisation, tout ce qui est traduction, ça, vous l'avez vu, c'est hyper facile de le faire aujourd'hui avec l'IA générative. La possibilité, comme je le disais tout à l'heure, de faire de la recherche, de retrouver des informations grâce à l'IA générative, ça, c'est des trucs hyper… c'est leur force. Ça, c'est des trucs faciles à faire. Ce qui est plus compliqué à faire, c'est des raisonnements logiques. On parlait tout à l'heure aussi. Là, tu peux avoir des choses qui n'ont pas de sens, voilà. Des raisonnements par étapes. Comment tu en es arrivé à cette conclusion? Du coup, faire une explicabilité de ton raisonnement. Ça, c'est pas bon là-dessus. C'est pas leur force. Tout ce qui est vérification de faits, tout ce qui est ça, c'est encore… sur Twitter. Ouais, c'est pas facile. Et enfin, il faut faire attention parce que l'IA générative, je dis, c'est pas la vérité générale. Et donc, du coup, quand on veut faire des choses avec une exactitude parfaite, il ne faut pas éviter d'utiliser ça, ou en tout cas le savoir. Il y a un problème technique? Alors, on me dit qu'il y a un problème de son. Ah bah oui, peut-être, non. Le micro a l'air de fonctionner, c'est bon. T'as remis… On me dit dans l'oreillette que effectivement tout fonctionne. Tout fonctionne, c'est bon. J'enchaîne. Ouais. Du coup, en fait, on passe d'un rôle traditionnel dans son quotidien aujourd'hui. Là, on est dans une transition aujourd'hui. On est dans la case verte. À un rôle IA augmenté, du coup, qui permet de comment dire, travailler un peu plus avec l'IA. Tu veux… Oui. Hop. Passer, hop. Donc, du coup, là, on est en pleine phase. On a intégré. On est en pleine phase d'adoption. Et demain, on va partir dans une phase de généralisation. Si je vais plus loin, ce qui est en train de changer aujourd'hui, c'est comment est-ce que les pensées stratégiques avec l'IA générative, comment la vision qu'on peut avoir, le jugement, et qu'est-ce qu'il faut, sur lequel on est en train d'évoluer et de travailler, c'est comment faire en sorte d'exécuter des tâches peut-être plus rapidement, donc gagner la confiance dans ce qu'on est en train de faire, se gagner la confiance avec l'IA, avec les gens qui utilisent l'IA et entre équipes, et enfin pouvoir dépiler ça de façon plus fluide, quoi. Très clair. C'est le même, alors, je sais pas. Ah oui, ouais. En fait, il y avait un slide entre les deux, peut-être, non? Ou celui d'après qui revient dessus. C'est peut-être celui-ci. Celui-là que je voulais, ouais. Aujourd'hui, le rôle, on va dire, dans certaines entreprises, c'est plutôt j'écris un document, je le revois, j'écris le document. Le rôle de demain, c'est plus compliqué que ça. Si on utilise de l'IA, ça va être, je vais me demander à mon IA compagnon d'être dans ma vie, dans mon quotidien, soit de mon équipe, soit de moi-même, prompter cette IA compagnon, de voir ce qu'elle crée et de pouvoir revoir le document créé avec cette IA compagnon. Ne jamais le laisser partir dans la nature comme ça, hein, c'est un conseil d'amis. Et donc, du coup, le rôle de demain, il va être plus de je sélectionne ma base de connaissances, je sélectionne mon modèle, mon IA compagnon, je lui donne le contexte, je lui donne le prompt, je lui donne la façon dont je veux interagir avec lui et ce que je veux en retour. Et derrière, j'ai une aide, normalement, pour me faire gagner du temps dans mes tâches. Et du coup, je peux… voilà. Et ça, c'est quelque chose, ce rôle, c'est quelque chose qu'il faut interconnecter aux autres. Leur faire comprendre que la phase de review, elle n'est pas juste une phase de review que toi, Antoine, tu as faite, mais que tu as faite avec ton compagnon d'IA ou avec le compagnon d'IA au niveau de ton équipe, qui fait que c'est une phase de review à reprendre peut-être et à refaire autrement.
une IA peut revoir une autre IA. Oui, ça ne s'arrête jamais, Antoine. Tu peux demander à des IA de juger la pertinence de ce qui a été produit par d'autres IA. Oui, comme ça, tu as un modèle, tu es rassuré. C'est comme ça que Google a avoué avoir un peu itéré aussi sur son fonctionnement, de effectivement mettre, entre guillemets, deux IA qui se parlent et qui s'expliquent pourquoi elles ont tort l'une et l'autre, et finalement réussir en tant qu'humain à trancher et à trouver la bonne réponse. C'était assez intéressant comme insight. Donc voilà un peu comment je vois les choses dans le rôle aujourd'hui et l'interaction et la collaboration entre équipes. Il y a des changements de toute façon. Il y a exactement, ouais. Il y a exactement. Avant, tu vois, tu pouvais écrire tes spécifications, les mettre à jour, tout ça. Demain, c'est l'IA qui va t'aider en fonction des spécifications à utiliser les bonnes librairies, à utiliser les bons assets. Ils vont te faire de l'autosuggestion. C'est pas les mêmes façons de travailler qui vont arriver. Elles vont pas être moins bonnes. En tout cas, elles seront différentes. Oui, elles sont différentes. Elles sont peut-être pas meilleures non plus, en fait. On sait pas. Parce que relire un texte réalisé par ChatGPT, ça n'a finalement, tu te dis pourquoi est-ce que je fais ça? Et ça va devenir le quotidien de beaucoup de personnes. Beaucoup de choses sont produites par l'IA et il va y avoir beaucoup d'humains qui vont devoir relire pour vérifier tout ce qui est généré par. Avant, il y avait. J'y reviendrai tout à l'heure justement. Ouais. Donc voilà, avant il fallait beaucoup de choses séquentielles. Avec l'IA, tu vas pouvoir faire des choses un peu plus moins séquentielles, mais plus automatisées entre IA justement. Je fais relire des IA par d'autres IA, et du coup faire aussi des choses qui permettent de travailler mieux ensemble. Il y a des cas moi que j'aime bien dans la collaboration avec l'IA. C'est juste la façon dont rédiger des mails, la façon dont même rédiger des Slack avec de l'IA, c'est toujours policé, c'est toujours politiquement correct et c'est cool, c'est agréable à lire. Alors que quand des fois tu sens qu'il y a une interprétabilité possible quand tu reçois un message un peu direct en te disant il m'agresse, mais en fait pas du tout, il a mis des majuscules parce qu'il n'est pas doué et du coup la collaboration s'en ressent atténuée. L'IA peut aider à corriger ça si c'est bien maîtrisé, encore une fois, parce que si c'est grillé, c'est grillé. Mais on risque aussi de perdre un peu en spontanéité. C'est-à-dire que tu disais, effectivement, tu as un collaborateur qui aujourd'hui n'utilise effectivement que l'IA. Tu dis qu'il y a un ton qui est similaire, on va dire, une fois qu'il est grillé, tu l'appelles ChatGPT, c'est dommage, quoi. Tu n'as plus l'impression que ça vient de lui. Mais si ça te donne une idée, si tu sais bien l'utiliser en mode fais-moi une réponse en disant non pour tel ou tel argument et te fait un beau mail et puis tu le relis, tu l'allèges et puis à la fin peut-être qu'il apprendra à écrire avec ta façon de répondre. Donc là, ça passera. Du coup, je me permets de refaire après la transition. C'est vrai que toute la partie interprétation finalement de ce qu'on dit, de ce qu'on veut dire et de comment le ressortir, le retranscrire via une IA, c'est toujours un sujet un petit peu difficile. C'est un peu, nous, techniquement, chez Klaxoon, le sujet sur lequel on a beaucoup travaillé aussi. Parce que, bien sûr, on est sur le travail collaboratif et il y a énormément de use cases sur lesquels aujourd'hui on peut bosser. Mais c'est vrai que l'intégration de l'IA, on va le voir juste après, on a voulu le penser vraiment en aval de tout ce travail qui est fait. C'est-à-dire qu'on a mis en place un super workshop, un super atelier, tout le monde a collaboré, tout le monde a bien joué le jeu. On a eu beaucoup de retours, c'est super. Maintenant, il faut se taper le compte-rendu. Il faut réexpliquer en gros ce qu'on a fait à tout le monde, relire un peu les idées en disant voilà, attends, et qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Oui, mais attends, Michel, il a dit ça, Laurent, il a dit ci, François, il a dit avant. Voilà, c'était avant, mais exactement. Et c'est un peu comme ça que nous, on a voulu mettre en place l'IA, notamment sur les résumés. Concrètement, ce qu'on se dit, alors évidemment, il faut toujours relire, bien évidemment, parce que, encore une fois, on le précise, c'est basé sur une IA, donc ça peut faire des erreurs. C'est normal, c'est logique. Mais par exemple, quand on voit ce que vous voyez à l'écran, souvent un bon workshop, ça ressemble à ça, c'est-à-dire qu'il y a des post-it partout. Avant, il fallait prendre en photo, puis se remettre au boulot, puis refaire. Alors attendez, qu'est-ce qu'il a dit, ça répond à peu près la même chose. Là, on a voulu mettre en place un résumé automatique avec quand même les mots-clés qui apparaissent pour faire gagner du temps. Je pense à toutes celles et ceux qui animent effectivement des formations, des ateliers, qui aujourd'hui, un travail qui leur prenait facile 2-3 heures sans mentir. Aujourd'hui, vous avez vu, on a à peine accéléré finalement l'image qu'en quelques secondes, aujourd'hui, c'est plié. Donc, ça marche pour un résumé. Ça marche aussi pour un plan d'action. C'est-à-dire que lorsque vous avez ce genre d'informations, toutes les idées qui ont pu être mises en place, donc on va faire le résumé de ce qui a été dit, mais aussi concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Combien de meetings on a fait en sortant en se disant bon,
j'ai pas bien compris. Il faut que je fasse quoi maintenant? J'attends le compte rendu et on me dira ce que je dois faire. En fait, là, il n'y a plus besoin d'attendre. Donc, on arrête la procrastination. Tous les inputs sont présents ici. Et on gagne aussi un temps fou pour l'après. Parce que, OK, on a mis en place de belles choses, de belles idées. Maintenant, il faut concrétiser. Et voilà comment on peut concrètement avancer. Et enfin, vous avez vu, on a eu un webinaire qui était un peu en français, un peu en anglais. C'est le cas de beaucoup de sociétés avec lesquelles, les vôtres, avec lesquelles on travaille également, qui travaillent avec des entités dans différents pays ou qui parlent d'autres langues, même des collaborateurs qui ne parlent pas forcément français chez Klaxoon. Et donc, on va pouvoir traduire automatiquement tout le contenu. Donc, que ce soit en synchrone ou en asynchrone, donc on peut le faire de manière automatique pendant un meeting pour dire, moi, comme ça, tout le monde est à la page, on fait le meeting en anglais, par exemple, mais on traduit quand même des éléments en français pour que tout le monde puisse suivre. Ça, on évite effectivement de perdre peut-être la grande génération qui parlerait un petit peu moins anglais que nous. Mais ça marche aussi pour du contenu asynchrone. Vous avez effectivement, par exemple, un codir qui va annoncer des choses au niveau de la société. Vous pouvez directement traduire ce contenu facilement auprès des autres collaborateurs qui ne parlent pas la langue de Molière. En conclusion, on voulait terminer ce webinaire sur ces différents points. Peut-être je te laisse les premiers. Le premier point, c'est vraiment d'acculturer, de sensibiliser, comme tu l'as dit, au langage. Et les formations qui marchent le mieux, ce ne sont pas forcément à destination des personnes techniques. Oui. C'est à tous les métiers, RH, sales, ceux qui s'y intéressent, qui veulent faire mieux. Oui, qui ont envie quand même d'y aller aussi. Carrément. Et c'est là où les gens sont surpris, c'est que ces formations-là sont celles qui ont le plus de succès et qui ont les meilleurs retours. Donc n'hésitez pas à vouloir les sensibiliser. Du coup, c'est pour ça que je parlais de la fresque aussi. C'est un des moyens. Il n'y a pas que ce moyen, mais c'en est un. Aligner un vocabulaire commun. Encadrer l'IA avec une gouvernance claire. Sans données, sans savoir, sans où est la vérité, ça va être compliqué de faire des modèles qui sont pertinents. Et donc, du coup, y associer un programme de formation et d'acculturation adapté, évidemment, à une gouvernance claire. Ce qui explique peut-être aussi le fait que d'autres sociétés, des boîtes, ne se soient pas mis tout de suite aussi le temps de effectivement mieux anticiper, préparer, on va dire, plutôt préparer le terrain. L'avantage avec la GenAI, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir de la donnée structurée. Tu n'es pas obligé d'avoir des fichiers plats. Tu peux donner ta documentation, tes PDF et tout ça en vrai qui se débrouille. Ça, c'est absolument extraordinaire et ça fait gagner beaucoup de temps. Donc, tu as toujours en fait de la donnée avec la GenAI. T'arrives. Mais quand même, c'est bien de savoir quelle version tu lui as donnée. Si c'est celle de l'année dernière, c'est peut-être pas la même que celle de la dernière réglementation. Et du coup, lui, il va se baser sur quoi derrière? C'est normal. Donc voilà. Donc ça a l'air facile. Est-ce que tu as un truc plus à jour ou pas? C'est exactement ça. Ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas forcément dans tous les cas. Et enfin, évidemment, mettre en place de l'IA là où il y a de la valeur ajoutée. Donc bien penser product management. Dans ce cas-là, ne développez pas des produits d'IA juste pour vous faire plaisir, ou alors c'est pour une objectif de montée en compétence de vos équipes, pour des objectifs de test, des enseignements que vous allez en tirer. Mais essayez de trouver des produits à forte valeur ajoutée parce que ça coûte cher déjà. Oui. C'est pas donné. Ça prend du temps. Et puis aussi ça prend du temps. Ça a l'air rapide sur certains époques. Parce qu'on voit ChatGPT qui nous dit tout de suite les infos, mais en vérité il y a tout un travail derrière. Et puis on l'a dit, cadre sécurisé, donc effectivement en fonction des sociétés, certaines autorisent plus ou moins l'usage. Oui, c'est cadré, c'est hyper cadré. Bien sûr. Et bien sûr, pensez industrialisation au plus tôt. Ne vous enfermez pas dans un POC infini. Si jamais vous voulez faire le syndrome du POC. Ça, c'est le cas qu'on voit malheureusement. On recule, on n'ose pas y aller. On se dit, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. On n'est jamais satisfait du modèle. On a toujours l'impression qu'il y a des trucs qui déconnent. Et du coup, on continue jusqu'à ce que on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, quoi. Et ça, c'est dommage. J'avais un poster au-dessus de mon premier bureau quand j'ai démarré en tant que sales. Il y avait les équipes produits juste à côté. Il y avait un tableau qui écrivait "Make it work, then make it better". Et j'ai toujours trouvé cette phrase très vraie, et je pense que c'est encore plus vrai finalement pour l'IA générative, où aujourd'hui, on essuie peut-être un petit peu les plâtres, mais encore qu'au début, finalement, tout ce qu'on se dit, on fera plus de webinaires sur l'IA dans quelques années, parce que ce sera tellement commun, tellement basique, tellement évident pour tout le monde, que ce sera évidemment parmi le back-office, il y aura forcément du copilot qui sera intégré, il y aura forcément de l'IA qui sera présent, et c'est forcément quelque chose qui va évoluer. En tout cas, on suit ça. Et je refais un peu de promo, parce que le temps
temps va nous manquer Bien. sur le très bon bouquin. Il s'est présenté, je le garde, comme tu me l'as promis. Et si vous Tu voulez as une également... dernière question de la part d'Isabelle, hein, si Ah. jamais. On a justement on devrait faire le Q&A juste après. Ah, pardon. Ah, bah, c'est Et peut-être donc là, maintenant. c'est alors. parfait. Ah, bah, écoute, je vous laisse également cet écran-là. Effectivement, une question d'Isabelle. Et vous pensez à vous proposer une fonctionnalité pour classer les activités sur la page d'accueil de Klaxoon avec Eddie. Alors, je ne peux pas spoiler la roadmap. Tu peux spoiler. Je peux spoiler un petit peu. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé de l'aval. Donc après, effectivement, les formations, après, effectivement, les ateliers, ou voilà, les workshops que vous pouvez avoir. On va aussi travailler un peu sur l'amont, sur voilà, comment est-ce qu'on, en fonction de votre besoin, en fonction du pitch, en fonction de l'objectif, de la cible que vous avez, en gros, voilà, quel board, quelle session, quelle activité finalement on va pouvoir mettre en avant. Donc voilà, on va beaucoup plus travailler là-dessus. On va présenter ça, j'espère, d'ici Q1 25, parce que ça demande aussi du temps pour le coup. C'est vrai qu'on a mis en place ces cas d'usage parce qu'ils étaient les plus évidents et surtout ceux qui permettaient de faire gagner le plus de temps pour les utilisateurs de Klaxoon. Mais effectivement, cette fonctionnalité dont vous parlez, Isabelle, est bien évidemment anticipée et prévue. Est-ce que la fonctionnalité IA est d'office dispo avec la licence Klaxoon? Tout à fait. Alors, on a eu, c'était assez drôle lorsqu'on a justement interrogé les DSI avec qui on a travaillé, collaboré pour justement la mise en place de l'IA dans Klaxoon. La première remarque qu'on nous a dit, c'est « mais il y a un bouton pour l'annuler quand même ». Oui, il y a un bouton pour l'annuler, vous n'êtes pas obligé de le déployer. Donc, en fonction de est-ce que votre DSI est à l'aise ou accepte, on va dire, ce genre d'utilisation, normalement, vous avez de toute façon l'IA qui est inclus dans le prix de la licence. Donc, vraiment, peu importe votre plan, vous avez accès à l'IA dans Klaxoon. Maintenant, à vous de toquer à la porte de votre directeur technique si jamais vous ne l'avez pas. Parce que... et moi, j'ai une question. Les données qui sont dans les boards, qui sont générées par les équipes, vous en faites quoi? Alors, on en fait quoi? On les vend bien sûr à la Russie. Non, évidemment. Alors, tout est évidemment stocké. C'est-à-dire qu'on ne se sert pas de ce modèle pour, pour enrichir, effectivement, je m'en doutais, pour enrichir d'ailleurs pour parfaire, on va dire, l'IA dans Klaxoon. Donc, tout reste bien évidemment sécurisé chez vous. On a en plus des clients qui, voilà, donc on sait que la sécurité est encore plus importante, voilà, de certains dans le secteur public, certains ministères, où évidemment, voilà, la sensibilité de la donnée est évidemment encore plus importante. Donc, bien sûr, on est extrêmement vigilant à ça, by design et by default, bien évidemment. Et puis, de toute façon, on se base sur un modèle GenAI qui, voilà, aujourd'hui est le plus sécurisé. Je ne peux pas trahir de secret. En gros, ce que vous avez dans Copilot, vous l'avez finalement dans Klaxoon, parce que le plus évident, le plus efficace, et aujourd'hui le mieux finalement par rapport à ce que je trouve on voit sur le marché. Et c'est un modèle, est-ce qu'il y a une langue de prédilection? On a remarqué qu'en fonction du modèle que tu utilisais, il était plus à l'aise en français ou en anglais ou en... Toi, c'est quoi votre langage préféré? On est une boîte française, rennaise, pure beurre. Ouais. Donc, c'est vrai qu'évidemment, en breton, peut-être que ça marche un petit peu moins bien qu'en français, mais on essaye quand même. Non, on n'a pas vu, justement, on a des clients à l'international, dont justement Microsoft qui nous utilise également pour leurs usages. Non, on ne voit pas en tout cas trop de différence, mais je me pencherai sur ce point, je n'ai pas vu. Ils sont plus à l'aise. J'ai l'impression qu'on arrive à... On arrive au bout des questions. Écoutez, merci François pour ta participation. C'était très clair. On est ravis d'avoir pu t'accueillir au Klaxoon Store pour mettre en place tout ça. Isabelle, merci, bonne soirée. Un petit peu tôt, mais mais merci. Mais peut-être effectivement déjà des gens qui nous voient à distance. À très bientôt en tout cas. Merci à tous et puis n'hésitez pas bien sûr à aller demander ce super bouquin et à télécharger notre dernier e-book. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.